Au cœur de la mêlée avec toute l'équipe Sud Radio bien sûr et vous au 0826 300 300. C'est la fin des phases de poule de la Champions Cup. Il y a bien sûr un dernier match qui va se dérouler plus tard dans la soirée qui est Toulon qui se déplace à Sale, mais Toulon est déjà qualifié. Toulon peut juste jouer sa place de deuxième meilleur premier de cette phase de poule et donc voilà de devenir l'une des têtes de série on va dire de cette phase finale qui se déroulera au printemps si Toulon l'emporte de plus de 36 points, c'est-à-dire 37 points d'écart avec son adversaire du jour qui sont les Sharks de Sale en Angleterre. On est ravis d'accueillir sur l'antenne de Sud Radio Daniel Herrero, notre consultant emblématique qu'on est content de trouver à la radio. Déjà, bonsoir Daniel et meilleurs vœux parce qu'on ne s'est pas parlé encore sur l'antenne de Sud Radio en ce début d'année 2025. Eh bien, compagnero, amis de Sud Radio, François et toute l'équipe, ravi de vous retrouver à l'évidence. Merci pour les vœux, merci pour l'accueil. Je sens la guibole agile et l'appétit ovale incontestable. Voilà, je sens l'équipe prête dans les starting blocks. Ouais, mais on sent la liaison un petit peu instable, Daniel, pour tout dire. Voilà. Ah, ça déraille un petit peu. Voilà, Daniel, on va revenir vers toi. On rappelle peut-être, Alexandre, les résultats, parce que Toulouse a cartonné, mais l'UBB aussi a cartonné aujourd'hui. Oui, avec une seconde période exceptionnelle de l'Union Bordeaux-Bègles, le 47-0 en seconde période pour l'Union Bordeaux-Bègles face aux Sharks. Ça fait un score final de 66-12, dont un sextuplé de Damien Penaud, qui est une première dans l'histoire de la Coupe d'Europe, désormais Champions Cup. Il y a aussi le succès de Castres aux Saracens 32-24 et de Toulouse face à Leicester 42-0 en première période, 38-12 en seconde période. Ça fait 80-12 au final. Dans 12 minutes, eh bien c'est les Sale de Sharks qui affrontent le RCT. Puis en Challenge Cup, le succès là aussi très large de Bayonne face à Gloucester 55-17, victoire d'Édimbourg face au Black Lion 36-15 et puis le succès de Perpignan en Italie à Parme 39-21. Eh ben voilà pour les résultats, vous savez tout, le temps de retrouver Daniel, parce que j'imagine Daniel qu'en ce début d'année, le carton de Toulouse notamment qui a mis 80 points aux Tigers de Leicester, ça n'a pas dû te laisser insensible, hein. Oui, alors de fait, le score, il est partout, il est d'évidence flamboyant, magnifique, tu vois, ça crée même une interrogation. Serait-il le résultat d'un match d'une grande facilité, d'un adversaire absent, ou je ne sais pas moi, de conditions climatiques, ou l'adversaire incomplet, ou le quart qui a crevé avant d'arriver pour les joueurs qui ont été opposés cet après-midi à Toulouse. Là, non, de fait, c'est pas ça. De fait, c'est éblouissant. De fait, c'est éblouissant. De fait, je dirais même c'est rare. Enfin, la première mi-temps surtout, l'ensemble est quand même exceptionnel. La performance de Toulouse cet après-midi, elle est contre une équipe incontestablement d'un bon niveau ou d'un très bon niveau, 4e du championnat d'Angleterre, Leicester. Elle est presque originale, quoi, dans le sens où la qualité du rugby produit, notamment encore une fois en première mi-temps, a atteint, me semble-t-il, un niveau que l'on n'a pas l'habitude de voir, non seulement pas l'habitude de voir, mais qu'on voit quasiment jamais. J'ai trouvé la performance séduisante parce qu'elle projette sur une modernité de rugby qui évidemment qui intéresse et qui me semble être une hypothèse, tu vois, de quête pour les belles équipes du rugby français aujourd'hui. Je pense à évidemment l'UBB, peut-être un peu Toulon, peut-être un peu, je ne sais pas qui derrière, le CM je ne crois guère, mais qui sont dans cette route-là d'aller encore plus vers de la construction, vers du volume, vers de l'adaptation, bâtir un jeu qui, de la première à la dernière minute, peut trouver l'adversaire. C'était le match de Toulouse aujourd'hui. En cela, il est presque une étape dans la saison. Ouais, on rappelle quand même qu'il y avait 35-0 après 23 minutes. Bien de première mi-temps, c'est assez incroyable. Comment tu qualifies, enfin comment tu t'expliques cette facilité? On a l'impression que voilà, ils vont plus vite, ils ont plus de temps, que tout est plus précis, tout est facile pour les Toulousains. Oui, alors François, il me semble que ça nécessite une analyse
j'allais dire, de la complexité que pose le jeu de rugby pour être pratiqué à un bon niveau. En l'occurrence, il faut que tu aies un volume de joueurs à peu près complet, quoi. Il faut que ce soit toujours 15. Ils ont tout le temps été 15. Il faut qu'ils courent plutôt vite et vite ensemble. Tiens, ils vont tous vite ou très vite et ils vont vite tous très vite ensemble. Ça fait des paramètres déjà assez rares. Quand tu construis du jeu, c'est-à-dire que tu élabores à partir de ce que tu sais faire, tu vois, des bâtir, quoi, qu'on appellerait le jeu programmé, il faut que tout le monde comprenne à peu près les mêmes choses et les réalise avec une justesse technique. Là, le niveau technique, encore une fois, sur l'ensemble du match, on dira, mais des Toulousains, du 1 au 15 ou du 1 au 23 qui ont pratiqué cet après-midi, le niveau technique, il est haut ou très haut. C'est-à-dire qu'il y a peu ou pas de déchets, notamment, encore une fois, sur les 45 premières minutes. Après, il y a le petit trou toulousain qui fait que la qualité du jeu a un peu baissé, la production a baissé par des approximations techniques. Mais il y a un moment où la gestuelle, tu vois, elle est toujours juste, où il n'y a pas de faute dans le jeu de pied, où il y a très très peu de fautes ou pas de fautes du tout dans le jeu de main, ou dans le respect des règles, il y a peu ou pas de fautes. C'est ce qu'on appellerait la discipline. Tout est haut, tous les paramètres sont hauts. Et là-dessus, on y ajoute une touche qui est celle qui donne le plus d'agrément, enfin, ou tout au moins d'agréable, tu vois, au match, de séduction au match. C'est cette espèce de joie collective dans l'utilisation de la balle. Il y a comme ça une euphorie. Et l'euphorie, elle ne vient pas, j'allais dire, par commande. C'est pas un acte de pensée ou de raison. L'euphorie. Tu vois, et là, il s'est dégagé avec tous les paramètres que l'on disait, la vitesse, le déplacement, la vitesse collective, la gestuelle de main, le timing juste, qui est aussi une notion assez complexe à acquérir et à maîtriser, quoi. Là, nous avons cette dimension morale j'allais dire, d'une saveur élevée collectivement sur le jeu de passe. Sur le jeu de mouvement, la sensation que dans tout mouvement construit cet après-midi, et Dieu sait s'il y en a eu, puisqu'il y a eu très très peu de jeux au pied d'occupation, très peu de jeux au pied d'allonge, très très peu, quasiment pas. Tu vois, ce qui est quand même très rare aussi, quoi. On a la sensation qu'il y a eu une espèce de gain encore augmenté de jovialité dans leur jeu. Les Toulousains sont aujourd'hui imbus, non pas de prétention, mais de joie de jouer ensemble comme ça, quoi. Honnêtement, ça aussi c'est rare, parce que ça c'est un état moral. C'est un état moral. Cet état moral, il est très sensible. Il passe par j'allais dire, des valeurs collectives qui sont plus complexes à acquérir. Tu vois, qui passent pas même radicalement par le travail. Tu vois, la conviction du jeu collectif, tu vois, du jeu de passe, du jeu de transmission, du jeu d'enchaînement. Il y a une glorification au jeu collectif aujourd'hui dans le rugby toulousain. Honnêtement, en cela, il est très largement au-dessus de ce que nous avons vu toute l'année, tout terrain de rugby confondu sur la planète. Ouais, Alexandre. Ça fait beaucoup, hein. Ouais, c'est absolument énorme, effectivement. Moi, alors toute proportion gardée, j'ai eu un peu la sensation de voir le All Black France de 2015 où en fait t'as une équipe qui roule sur l'autre, qui peut tout faire, qui joue proprement, qui est jamais dans l'abus et tout ça. J'ai un peu eu cette sensation là aujourd'hui de la part du Stade Toulousain, et surtout je me dis, on est à 10 jours du début du tournoi Destination, dans quelle mesure ce qu'on a vu aujourd'hui de la part de l'UBB et de la part de Toulouse peut être transposé au sein du 15 de France. Est-ce que ça a volonté déjà d'être transposé? Ça, c'est une vraie question. Peut-être qu'il faudrait presque plus poser à Fabien Galtier, mais est-ce que c'est faisable? C'est ça la question que je me pose, moi. Tu me la poses, question? Avec plaisir, Daniel. Oui, il est vrai que l'on ressent sur les deux matchs de l'après-midi, ou dans l'allure quand même de l'ensemble de la saison 24-25, ou dans les 2-3 derniers mois, on sent se dégager et même s'installer, tu vois, chez les Toulousains et chez les joueurs les Bordelais, enfin l'UBB, on sent se dégager la conviction
d'un jeu que l'on peut produire tout terrain, dans les hostilités de l'opposition à l'extérieur, à la maison, contre des équipes qui ont des attributs différents, qui peuvent être dans l'extrême robustesse ou au contraire dans l'extrême volume de jeu. Tu vois, ces deux équipes-là, et bon, on voit des analogies de fait. Des analogies. Il y a chez Toulouse, me semble-t-il, la confirmation assumée, tu vois, du jeu. C'est installé, c'est ce qui en fait une culture immense, quoi, hein. Avec tous les paramètres, quoi. Toulouse n'oublie jamais la vitesse. Toulouse n'oublie jamais le replacement collectif. Toulouse n'oublie jamais la réactivation de la défense vers l'attaque quand tu perds un ballon. Il n'oublie jamais le contraire, tu vois, de se réactiver vite en défense ou en attaque, pardon, quand tu viens d'en gagner un qui n'était pas prévu. Enfin bon, et l'équipe de l'UBB, elle a dans le fond du cœur quelque chose qui ressemble à ça. On la sent très en appétit malgré tout sur le volume. On sent que la progression de l'équipe de l'UBB, elle passe sans aucun doute par l'extrême respectabilité des valeurs bases sur la conquête, la rudesse, l'application sur le jeu debout, tu vois, la conservation de la balle, mais l'idée quand même que c'est dans la construction, c'est dans l'échange, c'est dans le discours offensif avec l'adversaire que se situe l'évolution du jeu, quoi. Voilà. Et cette équipe de l'UBB, elle est très séduisante parce que elle montre qu'elle est encore en mouvement, ce qui est aussi le cas de Toulouse. Et quand tu sais à quel point ils l'ont depuis longtemps, c'est quand même remarquable. Alors est-ce que ça peut se transporter à l'équipe de France? On le souhaite comme une bête, je te dirais. On le souhaite comme un désir enfin, quoi. Tu vois? Que le rugby de notre nation, il est une originalité qui vienne de notre culture et de nos terrains. Et voilà. Je pense, et ça va être le nom de nos interrogations jusqu'à ce qu'on va voir, ça va être dans 15 jours avec l'ouverture du tournoi. Je pense qu'il y a encore chez l'équipe de France, notamment en début, peut-être quand tu rebâtis une saison, quand tu recommences, quand tu es dans une phase de reconstruction, qu'il y a l'interrogation. Il ne faut jamais envisager, c'est un truc qui appartient à Galtier en propre, mais il ne faut jamais envisager, j'allais dire, le volume, la construction, la joie, la pétence, l'euphorie, tu vois, sans passer par la rigueur, la discipline, la méthode, ce qui est vrai. Mais en équipe de France, vu la construction des compétitions internationales, en équipe de France, tu as toujours l'impression que c'est un peu recommencé, ça. C'est un peu recommencé, ce qui, me semble-t-il, quand même qu'aujourd'hui, entre le potentiel joueur habitué, alors, évidemment dans ces deux équipes, mais il y en a deux ou trois qui se faufilent dans d'autres équipes, mais habitué à cette perspective morale, qui est d'aller sur un terrain de jeu pour en faire le plus possible, tout azimut dans ce que le jeu offre. Le jeu offre du combat, il en faudra. Le jeu offre du volume, il en faudra. Le jeu offre la possibilité de jouer de loin, il en faudra. Le jeu offre la possibilité de prendre une folie absolue quand tu vois la ligne, il le faudra. Tu vois ça? C'est-à-dire que il nous semble que quand même le potentiel y est. Et j'ose dire maintenant, je me permets, mais la pression est sur nos coachs pour que quand tu vois ce qu'il est capable de se produire aujourd'hui dans ces deux ou trois équipes qui dominent le rugby européen, que sont l'UBB et le Stade Toulousain, tu dis si l'équipe de France elle ne se met pas dans cette lignée, c'est qu'il y aura quelque part un frein qu'il va falloir analyser. Ouais. Oui, effectivement. On va reparler bien sûr, Daniel, avec toi jusqu'à 19h, bien sûr avec vous au 0826 300 300, parce que c'est vrai que forcément ces performances, elles nous mettent en appétit avant le tournoi qui se profile dans 2 semaines, et puis également le rassemblement des Bleus, puisqu'on connaît la liste des 42 depuis quelques jours. Allez, à tout de suite sur Sud Radio, au cœur de la mêlée. C'est l'émission bilan de ce week-end, bilan également de la Champions Cup. 4 journées qui ont été disputées. On connaît maintenant, à part les Toulonnais là, qui sont en train de commencer leur match face à Sale en Angleterre, bien on connaît quasiment tous les résultats, et donc on peut se projeter avec Clément sur les 8e de finale potentiels. Il y en a qui sont même sûrs. On peut se projeter avec prudence puisque Toulon peut encore changer des choses et finir 2e au classement général. Mais à l'heure où on parle, les 8e de finale sont Bordeaux-Bègles, Ulster, Leinster, Racing 92, Toulon, Saracens, Northampton, Clermont, Toulouse, Harlequins, Castres, Benetton-Trévise, Glasgow, Leicester, La Rochelle, Munster.
Voilà, et c'est pas dans l'ordre du tableau. Hein. Là, c'est une simple énumération. Une simple énumération, mais en tout cas, on connaît. On est avec toujours Daniel Herrero, notre consultant emblématique de Sud Radio, bien sûr. On est avec toute l'équipe et on est ravi d'accueillir aussi une légende du rugby français, Monsieur Vincent Clerc, qui est là avec nous. L'homme qui a un palmarès tellement long à énumérer qu'on va s'en passer, même si c'est peut-être le deuxième meilleur marqueur de l'histoire de la Champions Cup. On peut le dire ça, Vincent. Salut. salut tout le monde. Merci d'être avec nous en direct. Bonne année aussi, puisqu'on est encore dans cette période de vœux. Merci voilà. Vous aussi. Bon, j'ai envie de te faire réagir, Vincent, sur un des faits marquants de la journée. Il ne concerne pas les 80 points du Stade Toulousain, mais il concerne quand même les 6 essais de Damien Penaud. L'UBB a gagné 66 à 12. Je les ai pas encore vus. J'ai lu l'info. Il me tarde de les voir quand même. Toi, tu avais fait 5. Lui, il a fait 6. 4, Vincent. 4, je crois. Moi, c'était comme ça. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est exceptionnel. Enfin, je veux dire, Damien, Bordeaux marche sur l'eau et franchement, d'en enchaîner 6, c'est quand même beau. Il devait même pas y croire à la fin. Il me tarde de les voir quand même. Surtout qu'il est un peu. Il m'a donné un à Lucu. Ouais, ça aurait pu faire 7. Il aime bien donner des essais. Et il boitillait un petit peu toute la deuxième période, donc c'est dire. Qu'est-ce que tu penses on en parlait avec Daniel et j'aimerais bien avoir ton avis aussi, Vincent, sur ces écarts quand même. 66 points, 10 essais marqués par l'UBB, 80 points inscrits par Toulouse aujourd'hui, 12 essais, 3 doublés. Voilà, pourquoi ce tel écart? On s'interroge un peu sur le niveau à la fois des clubs anglais et des clubs sud-africains dans la compétition. On a fait rentrer quand même des clubs sud-africains pour animer une compétition. Ils sont tous derniers de leur poule, voire avant-dernier, avec un match gagné au mieux. On a des clubs anglais qui sont en chute libre au niveau de leur niveau, qui prennent. C'est quand même hallucinant de voir Leicester en prendre 80, Exeter dernier de sa poule il y a 2 ans. On voit les Wasps et les Saracens qui se qualifient mais qui prennent des valises sur valises. Il y a quand même une vraie interrogation sur le niveau de ces clubs. Donc il y a le rugby français qui a extrêmement évolué, ça c'est sûr, et quand on voit le niveau de Bordeaux et Toulouse, je pense qu'on n'a jamais vu des équipes à ce niveau-là, mais de l'autre côté, on sent que ça a plutôt à faire chemin inverse, quoi, et que c'est en train de régresser, et c'est assez inquiétant pour leur niveau. On en parle avec Daniel, on l'évoquait. Est-ce que ça contraint, entre guillemets, Fabien Galtier à un jeu plus ouvert quand on voit la qualité quand même de la ligne de 3/4 de l'UBB, ce qu'elle est capable de produire, quand on voit ce que fait Toulouse également, il y avait 13 internationaux sur la feuille de match, les 13 appelés dans les 42. Voilà, on doit pouvoir changer de logiciel là en équipe de France. Alors, je crois pas qu'il ait besoin de changer, puisqu'il avait déjà testé les 2 méthodes. Il avait testé à un moment donné le jeu de possession, ce qui avait plutôt bien marché. Il y avait eu une période de dépossession qui avait été peut-être un peu moins prolifique, évidemment, parce qu'on avait moins le ballon, mais quand on voit aujourd'hui ce que peuvent faire les joueurs de manière individuelle, quand on voit le match de Thibaut Flamand aujourd'hui, le jeu après contact, le soutien, les connexions entre les avants et les 3/4, on se dit que ça serait quand même dommage de se passer du ballon. Alors bien sûr, on a aussi des joueurs intelligents avec une longueur de jeu au pied qui est exceptionnelle, comme Antoine Dupont, qui pourra soulager cette équipe, parce qu'on sait que c'est le niveau au-dessus et que ça va sûrement mieux défendre, mais malgré tout, quand on voit les qualités, on se dit que cette équipe, ça mérite qu'elle tienne le ballon sur pas mal de temps de jeu pour user l'adversaire, parce qu'on voit pas comment on peut les arrêter. Et le niveau international, même s'il va être plus haut, ça va être les mêmes joueurs qu'on retrouve globalement en Coupe d'Europe. Donc il y a quand même un niveau d'écart. Ouais, Daniel, ça m'intéresse d'avoir ton avis sur ce point. Est-ce que là, quand on voit ces performances-là, Fabien Galtier est peut-être obligé de dire à ses joueurs, jouez, allez-y, lâchez-vous, quoi. Ah oui. Non, il y a une pression considérable sur Fabien Galtier, honnêtement. Dans les 2-3 dernières saisons, on a une considération morale, j'allais dire presque philosophique du jeu qui est il faut pas forcément être dans la prudence, mais quand même l'équilibre entre le jeu au pied, notamment le jeu au pied défensif et le jeu offensif, il mérite une grande vigilance. On a eu ces 2 années quasiment indigestes de jeu de dépossession où on tapait dans le ballon de façon éhontée de fait pour s'éloigner de sa ligne, avec une considération très haute de, je ne sais pas moi, la sortie du terrain, l'occupation, le jeu long, le jeu devant. On faisait des guerres considérables pour gagner un ballon en touche et on en tapait 25 pour s'éloigner de chez soi. Enfin, tu vois, on a été dans une phase
phase où on a fait semblant d'être à peu près séduit par l'équilibre, la rigueur et l'application. Mais de fait, sur le volume de jeu, c'était pénible. Aujourd'hui, les 2 matchs que nous avons vus, je reviens sur cette reconsidération entre les pieds et les mains, de fait. Tu vois, le jeu de main devient dominant dans ce que nous voyons dans les temps. C'est une évolution considérable. Est-ce que Galtier, il est prêt à aller vers ça? Il est prêt à aller vers la construction qui évidemment exige de l'attention, de la concentration, du haut niveau technique, la construction de tout terrain, ce que nous avons vu aujourd'hui, alors là qui exige encore un peu plus de vigilance technique. Mais je ne sais pas, quand si tu vas à la construction vers tout terrain, ce que nous avons vu aujourd'hui dans les 2 équipes, et qui nous semble être un beau résumé du niveau de ces 2 équipes, de l'UBB et du Stade Toulousain, c'est cette considération mais c'est la polyvalence qui est la loi, et c'est pas la spécialité. Tu vois, les rugbymen que nous avons vus aujourd'hui, tu sais, le niveau technique, alors bon, on a cité Thibaut Flamand, mais on peut les citer tous. Le niveau technique, il est de gestuel, de capacité à course, de timing de passe, de qualité d'échange, quoi. Tu vois ça? Il est très élevé chez tous. Alors à Toulouse, chez tous, sans exception. Sans exception. Les 3e lignes aujourd'hui, ça a été, je ne sais pas, les de Toulouse, ils ont quasiment pas marqué d'essai, ils ont été, j'allais dire, les meilleurs combattants à la limite. Le talonneur et les 2 secondes lignes ont été peut-être les meilleurs 3e lignes. Je ne sais pas, les 2 centres ont été des défenseurs appliqués, des joueurs d'enchaînement, des fluidités de passe. Les pétillants et les brillants dans l'action individuelle, on les a trouvés chez les ailiers, chez les talonneurs, chez les piliers gauches. La récupération aérienne, on l'a trouvé fois chez tous. Tu vois cette idée-là? C'est-à-dire ce volume de jeu, cette exigence d'un volume de jeu de construction, elle passe évidemment par des difficultés et des convictions. Les Toulousains jouent comme ça parce qu'ils ont la conviction que sur le plan du cœur, ils y sont tous volontaires, et sur le plan des mains et des pieds, ils y sont tous aptes. Donc voilà, j'ai la sensation qu'il faut qu'on se convainque de ça. Et après, l'année dernière, notre 15 national, il était passé sur une espèce pas d'approximation, mais d'imbroglio, tu vois, de jeu qui est, on fait quand même pas, on évite les fautes, merci beaucoup, tu vois, la discipline. On joue pas trop près de notre ligne, on joue pas du tout même, sauf peut-être ce qui était revalorisé l'année dernière, quand même la récupération, qui est récupération de la balle, organisation défensive troublée chez l'adversaire et hypothèse de jeu tout azimut. Ok, très bien. Là, non, là, il y a une dague, une dague de pression sur envoie, non pas l'idée de faire n'importe quoi sur un terrain, mais on voit l'idée qu'aujourd'hui on atteste, étant dans le potentiel des meilleurs joueurs du rugby de France, l'idée que tout azimut, le talent de nos hommes nous autorise à envisager un rugby très largement au-dessus de celui que nous avons pratiqué depuis des années. On est toujours avec Vincent Clerc, avec Daniel Herrero, avec vous bien sûr, et Alexandre Priam. Petite question peut-être, Alex. Oui, je voulais revenir avec Vincent sur cette équipe de Toulouse, sur cette victoire toulousaine aujourd'hui, avant d'évoquer ensuite l'équipe de France, et parler notamment de Thibaut Flamand. Ce qui est capable de faire aujourd'hui Thibaut Flamand, de traverser le terrain comme ça à plusieurs reprises, de percer. Aujourd'hui, les statistiques de Thibaut Flamand, c'est 55 mètres parcourus ballon en main, 9 sur 10 au plaquage, 2 franchissements, 10 passes, 2 essais. Est-ce qu'il est aujourd'hui au rendez-vous des meilleures 2e lignes du monde, ou est-il le meilleur 4 du monde, Vincent Clerc? Je crois qu'on peut mettre quasiment tous les joueurs français dans les meilleurs joueurs du monde. Aujourd'hui, il y en a peu qui sont pas au meilleur niveau mondial, et si ce n'est les meilleurs à leur poste. Et c'est vrai que quand on voit Thibaut Flamand, après... Je reviens sur ce que disait Daniel, c'est vrai, mais en 2002, c'est plutôt le jeu qu'on avait, avec beaucoup de volume. Après, on a eu 2003, une préparation de Coupe du Monde, 2024, une digestion de Coupe du Monde, et pour pouvoir produire ce jeu-là, il faut quand même une fraîcheur physique et une intensité qu'il faut maîtriser, parce que si on n'a pas la caisse, c'est impossible de jouer ce jeu-là. Donc aujourd'hui, on sent quand même des joueurs qui ont retrouvé quand même un appétit et une intensité, une explosivité, qui fait que dans les duels, on voit effectivement Thibaut Flamand répéter les efforts,
fort, jouer ses duels, passer les bras. On voit que tout le monde est au soutien, notamment plusieurs fois Emmanuel Ménafou qui était au soutien de Thibaut Flamand. Donc oui, ils font partie de ces meilleurs joueurs de classe mondiale parce qu'ils ont une activité qui est absolument incroyable en défense, en attaque, en soutien, dans les rucks. Et ça demande une capacité physique qui est quand même hors norme. Et c'est vrai que Daniel le disait, aujourd'hui, tous les joueurs, avant comme trois quarts, sont capables de se déplacer, sont capables techniquement de faire des gestes justes, même en situation de fatigue. Et c'est ça aujourd'hui qui fait la grosse différence aussi du rugby français, du rugby toulousain, bordelais. C'est que ces joueurs, ils sont capables, sur 80 minutes, d'avoir la même intensité physique et la même capacité technique à reproduire des gestes de classe mondiale. Donc Thibaut Flamand, comme d'autres, effectivement, fait partie de ces deuxièmes lignes modernes qui sont les meilleurs du monde à l'heure actuelle. Il apporte tellement dans le jeu. C'est, enfin, je veux dire, on voit des propositions. Il y a des solutions partout autour du porteur de balle. C'est véritablement l'enfer pour l'équipe adverse. C'est même insolent, Daniel. Oui, alors il y a des formes d'insolence, mais l'insolence relèverait presque d'une espièglerie ou d'une impertinence ou même peut-être d'une méchanceté. Non, là c'est normal, mec. C'est normal. Moi, j'ai toujours pas bien digéré comment en 2023, notre 15 national, qui prépare depuis 4 ans une Coupe du Monde, arrive a priori à un meilleur niveau et de fait, il est épuisé. De fait, il y en a beaucoup qui sont rincés. Et de fait, il y en a beaucoup, pour pas dire la moitié, qui vont être obligés de prendre une saison derrière, la 2024, celle que nous avons vécue l'année dernière, et qui a quand même été pas loin du piteux, honnêtement, quoi, tu vois. Et on dit, il a fallu une année pour récupérer cette santé. Et chaque fois, c'était, en 2023, nous avions probablement la meilleure préparation, on mettait en exergue notre capacité à enchaîner les efforts denses, les efforts longs, la répétition avec des hautes intensités. On n'y est jamais trop arrivé et on a parfois la sensation, effectivement, ce que disait un peu Vincent, mais que nous avons requalifié notre niveau stratégique de jeu, notre projet de jeu à partir de... On n'est pas certain qu'on soit en pleine caisse. Là, maintenant, nous avons les clubs qui attestent, qui montrent. Tu vois, il y en a un ou deux qui traînent encore un peu. Je pense aux Rochelais qui font semblant d'avoir récupéré la fraîcheur, la pétence et peut-être même un peu au Montferrandais, peut-être alors aux Parisiens n'en parlons guère, tu vois, qui ont fait semblant de retrouver une qualité athlétique qui pourrait amener une amélioration de jeu. Non, ceux-là, ils n'y sont pas, ils sont ni en amélioration athlétique, ni en amélioration technique. Mais les 2 ou 3 de pointe aujourd'hui, et évidemment on pense à tout ce qu'on cite depuis le début de cette journée, les Toulousains et les Bordelais, qu'on atteste aussi évidemment que le niveau athlétique aujourd'hui, il est considérable. Honnêtement, il est considérable. Dis-moi, dans les matchs que tu as vus, là on a vu les Sud-Africains de A à Z, tu vois, les grands et les petits, chez eux à l'extérieur, on sait qu'à l'extérieur ils envoient la 3, et que chez eux, a priori, ils sont appliqués, ils ont mangé de partout. Tu vois, on n'a pas trop la vision pour l'instant des autres, quoi. Je pense aux Néo-Zélandais ou aux Australiens, quoi. Mais quand même, le niveau physique des nôtres, qui n'est pas tributaire de la préparation du 15 de France, mais enfin qui, dans les clubs, me semble produire, moi, gloire à eux. Et j'ai encore la sensation qu'il y a de la ressource potentielle dans ce secteur-là, quoi. Ouais, effectivement. Juste, on va bien sûr parler du 15 de France. Petite question à Vincent quand même, toi qui as connu ça. Est-ce qu'on a l'impression aujourd'hui qu'il n'y a plus trop d'écart entre la Champions Cup et le tournoi Oui, François, bonne question. Et non, mais Vincent. Julien Clerc, c'est autre chose. Voilà. Mais on sait que Vincent sera toujours très, très mélodique, en tout cas, et aura de belles paroles. Voilà. Non, mais c'est vrai, on a l'impression qu'il n'y a plus trop d'écart finalement entre ces niveaux-là. C'était déjà le cas avant. Je crois que on nous répétait toujours que c'était ce qui se rapprochait le plus du tournoi destination, et ces matchs-là, on le sentait. Alors il y avait 2 différences. Il y avait effectivement l'intensité qui augmentait un petit peu, et l'arbitrage qui faisait qu'aussi qu'il y avait plus de volume de jeu souvent que dans le top 14. Donc c'est vrai qu'on se rapprochait du niveau international et du niveau de destination. Mais si
véritablement on est sur ce niveau de destination, il y a quelques nations et notamment les Anglais qui ont du souci à se faire parce que vraiment ça brille pas, et on se dit que l'équipe anglaise qui avait eu un semblant de renouveau avec cette demi-finale de Coupe du Monde, quand on les voit dans le championnat anglais, ça fait un peu peur, quoi. Donc évidemment c'est ce qui se rapproche le plus du niveau international, au niveau de rythme, au niveau du temps de jeu et au niveau du combat. Donc oui, on a l'équipe de France. On se dit à travers ces matchs de Champions League qu'elle est quand même très très prête pour ce tournoi à destination, et que le Leinster aussi qui a un peu tangué pendant cette Champions Cup, qui a été un peu moins dominateur, et notamment là elle s'est fait un peu peur sur une mi-temps contre Basse. Cette équipe de France, elle peut quand même aller chercher quelque chose de sympathique sur ce tournoi à destination, parce que le rugby français, parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé de Bordeaux et de Toulouse, mais globalement on a des joueurs lyonnais qui sont en Cannes, on a des Clermont qui revient bien, La Rochelle qui se cherche encore un petit peu, mais globalement on est au rendez-vous partout, quoi. Et ben ça, c'est ce qui nous fait plaisir à 2 semaines du tournoi destination. On va se retrouver dans un instant. Vincent, une petite pause. Et Daniel également, bien sûr. Et puis vous, au 0826 300 300, vous êtes bien sûr les bienvenus. À tout de suite sur Sud Radio. Au cœur de la mêlée jusqu'à 19h avec Daniel Herrero, Vincent Clerc, notre invité. On est très heureux de faire le bilan de cette Champions Cup et de se projeter sur le tournoi Destination 2025. Alexandre Priam est bien sûr avec nous, tout comme vous au 0826 300 300. Alexandre, quand même, un petit point sur la liste des Bleus, parce qu'il y a eu aussi des infos aujourd'hui. Ouais, exactement, la liste de l'équipe de France, je vais vous la redonner avec Esteban Abadi, Dorian Aldeguerri, Grégory Aldrit, Winnie Antonio, Hugo Radou, Cyril Baye, Georges Beria, Paul Boudéan, Josh Brennan, Jean-Jean Colombe, François Cross, Thibaut Flamand, Marco Gazzotti, Jean-Baptiste Gros, Mathias Alagahu, Oscar Gégou, Anthony Gelon, Maxime Lamotte, Julien Marchand, Peatomo Vaca, Emmanuel Meafou, Dani Priso, Rabat Slimani et Mickaël Guillard à la place de Romain Taofi-Fénois. Et puis pour les 3 quarts, Tewati Sogbe, Pierre-Louis Barassi, Léo Barré, Louis Biel-Biarret, Nicolas Deporter, Gaël Dré, Antoine Dupont, Antoine Frisch, Émilien Gailleton, Mathieu Jalibert, Nolan Le Garec, Maxime Lecu, Yoram Moefana, Romain Ntamak, Damien Penaud, Thomas Ramos, Gabriel Villiers, et puis la surprise que Sud Radio vous avait annoncée, Noah Néné. Voilà, Noah Néné, ça c'est la surprise du chef, c'est l'OFNI 2025 qui vient de Pro D2. Daniel, est-ce qu'il y a des choses qui te semblent évidentes devant, par exemple? Tiens, est-ce que aujourd'hui, il y a un 8 titulaire, parce qu'on sait quand même qu'il y a Romat qui est blessé, il y a peut-être des choses qui vont devoir s'imposer en 3e ligne notamment. Oui, François, on a dans la composition de notre équipe nationale, on a la sensation comme ça, mais il faut pouvoir l'analyser au millimètre, c'est-à-dire talent par talent, qualité de chacun, opposition, en fonction peut-être du type de match que tu attends, du système de jeu que l'on va enfin découvrir et qui peut induire, tu vois. Il me semble que sur le poste des 3e lignes, on voit arriver, j'allais dire, un courant d'abondance. 4 ou 5 joueurs commencent à être, j'allais dire, presque du niveau des joueurs titulaires des 2 ou 3 dernières saisons. Ce qui donne au poste de 3e ligne un relief aujourd'hui et même un intérêt. On est presque goulu de voir quelle sera la construction, mais on est sans inquiétude. Tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, le grand volume aujourd'hui, d'autant qu'il n'est pas porteur d'une concurrence, j'allais dire, néfaste ou médiocre. Il semble qu'il y ait un appétit collectif comme ça autour des 3e lignes qui est presque réjouissant, quoi. Il y a peut-être le poste de pilier qui, lui, est plus interrogatif, parce qu'on est sur un type de joueur plus rare. On n'en a quand même pas énormément, à droite comme à gauche. On en voit 2 ou 3 qui semblent tenir la route, tu vois, qui commencent à perdre un tantinet, non pas d'attributs, mais enfin, tu vois, je pense qu'à gauche, on voit bien que Cyril Veil, il est parfaitement du niveau, mais enfin, ça fait 6 mois qu'il est au frigo. On voit que Winnie, cher Antonio, du côté droit, il a une robustesse, évidemment, millénaire, qui va faire de joueur de lui, à travers le temps et l'histoire, un joueur mémorable. Mais en même temps, on voit bien qu'il peut couiner maintenant de plus en plus sur une rotule, sur un genou ou sur une coiffe d'épaule, quoi. Tu vois, voilà, bon, en autre terme, malgré tout, c'est peut-être plutôt, parce que sur le poste des coureurs, des sauteurs, des volumineux, je pense qu'on y est. La qualité du rugby des 2 équipes ou 3 équipes ou 4 qu'on cite dans nos fleurons du championnat font que les coureurs,
vers l'abattage, vers le volume, vers la polyvalence technique, on est très équipé sur la France. Vers la robustesse spécifique qui va devenir bientôt vieillotte. Mais enfin, la robustesse spécifique du travail de la mêlée, ou de la mêlée dite ordonnée, on n'est pas des plus riches. Bien qu'on en voit arriver 2 ou 3, notamment à Toulouse, notamment à La Rochelle, des joueurs de 20 ans qui sont des pilars et qui, eux, ont la morphologie qui fera celle du futur, qui seront sans doute des caisses, mais en même temps qui pourront beaucoup se déplacer et qui seront techniquement au niveau. Voilà, donc sur la troisième ligne, moi je vois des beautés potentielles. Il me semble qu'il en arrive, tu vois, de capacitaire plus que volumineux. Tu vois, quand tu dis exhaustive, t'as l'impression que Geoffrey Abadie et sur Julien, j'avais été moyen. Sur Geoffrey, je suis plutôt bon. Mais enfin, sur Esteban Abadi, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un potentiel considérable. Sur Gazotti, j'ai l'impression qu'il y a un potentiel absolument considérable de talent, tu vois, sur Boudéan, il commence à pouvoir faire à peu près tout ce qu'ils veulent sur un terrain, quoi. Et évidemment sur Oscar Gégou, il y a quand même comme ça qui se précise à l'horizon sur ce qui me semble être l'horizon 2025-2030, c'est tout le monde maintenant sur un terrain de rugby se normalise dans ses capacités. Voilà. Dans ces standards très hauts. Côté 3 quarts quand même, bon Vincent, je vais pas trop te faire analyser les premières lignes, même si je sais que tu aurais des choses à me dire. Mais quand même. Comme des 3 quarts maintenant. Mais quand même, bon, c'est des centres les premières lignes. Non mais c'est absolument vrai. Et puis surtout la capacité gestuelle, on le voyait avec Thibaut Flamand aujourd'hui, auteur d'un doublé. Mais derrière quand même, il va y avoir le forfait de Gaël Ficou qui normalement est une sorte de leader un peu indétrônable par son poste de deuxième centre et aussi parce qu'il est capitaine de défense. Aujourd'hui, qui va s'imposer selon toi? Est-ce que ça va être Barassi, auteur aujourd'hui de 17 plaquages, je crois que c'est le meilleur plaqueur toulousain face à Leicester, ou plutôt d'un Deporter, voilà, avec qui est très complémentaire aussi avec Moefana parce qu'ils jouent ensemble en club? Quel choix tu ferais, puisque tu pourrais être un bon sélectionneur, Vincent? Je ne sais pas si je le serai, en tout cas, et c'est vrai que sur les premiers matchs et notamment la cohésion va être importante. Donc aujourd'hui, ça paraît très logique, surtout que Nicolas Deporter finalement a pas mal alors souffert entre guillemets, mais de la concurrence de Gaël. Aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion de le voir associé avec Moefana et voir si en équipe de France ils ont le même rendement, même si c'est vrai qu'aujourd'hui Emilien Gailleton fait des très bonnes performances, Barassi aussi, donc ils vont se mêler à cette émulation, mais la logique voudrait que quand même on voit cette paire de centres qui brille avec Bordeaux, voir si elle arrive à reproduire au niveau international. Ça serait en tout cas une récompense aussi pour Deporter qui finalement, voilà, sur les matchs importants a toujours été devancé par Gaël Ficou, ce qui était logique. Et il faut penser aussi à la suite de Gaël. Donc pourquoi pas en voir plusieurs pendant le tournoi, c'est souvent ce qui se passe. Mais sur l'entrée de tournoi, l'association Moefana Deporter paraît assez logique. Ah bah merci pour ce point de vue, Daniel. Ouais, la sensation aussi que là on parle du poste de centre, tu vois. On a la sensation que la paire de demi, par exemple, c'est assez réglé, mais c'est assez réglé malgré tout. Tu vois, on part sur le grand volume des ailiers, c'est assez réglé. Il y en a 4 ou 5 qui sont époustouflants. En poste de demi, il n'y a pas de concurrence là? Tamac Jalibert? Non. Moi, je m'entends, excuse-moi. Non, on sent que malgré tout, tu vois, l'éternel débat de très haut niveau sur notre paire de demi, il est à terme, il est relativement apaisé. Tu vois, il est encore peut-être potentiellement à se réactiver sur le caractère offensif de Mathieu Jalibert, sur le caractère extrêmement métronome, mais quand même potentiellement brillant de Romain Tamac. Peut-être. Non, le problème il est sur les centres, parce que sur les centres il y a une évolution j'allais dire de civilisation du poste de 3 quarts centre. Tu vois, les 3 quarts centre pendant 1000 ans furent des joueurs de main
des joueurs de distribution et des joueurs de conclusion, de stratégie collective, quoi, tu vois. Et puis il y a les 20 dernières années où la qualité athlétique, le physique, c'est incontestablement transformé depuis 20-25 ans. On a eu 2-3 par nation, 3 ou 4 générations de centres qui étaient de la morphologie de seconde ligne, de troisième lignelle, de grosses caisses, tu vois, quelques-uns brillants, capables de tout faire. Mais il y a eu quand même cette idée que la potentialité athlétique du centre était devenue majeure parce que le défi physique était devenu et toujours d'ailleurs, mais devenu une composante obligatoire du poste de centre. Le défi physique, la robustesse à l'impact, tu vois, tout ça là. Là, quand même, depuis quelques temps, tu vois arriver plus l'explosif qu'à la grosse caisse. Dans toutes les nations, plus l'explosif. Nous, par exemple, alors c'est le cas typique. Hein. Nous, Barassi, on arrive sur l'explosif. Moefana, on arrive sur l'explosif. On voit bien autour de deux porteurs qu'il y a encore toujours la qualité athlétique malgré tout, tu vois. Mais Gailleton, plutôt l'explosif. Tu vois, cette nuance majeure qui fait quand même, je ne sais pas, je dirais, mais c'est une petite impertinence de ma part, mais pas radicalement mesquine, hein, mais quand même, Gaël Ficou tapait plus dans les joueurs adverses que ce qu'il ne faisait de passe, quoi. Tu vois, il avait évidemment la grande qualité défensive liée aussi à sa grosse qualité athlétique. Et Dieu sait qu'elle a été un service considérable pour le 15 de France. Mais on voit la réorientation aujourd'hui du jeu collectif, tu vois, de l'ensemble des équipes de très haut niveau qui amène le centre à son regain de jeu, de construction et peut-être un peu moins de défis physiques qui fait que l'explosivité et la technique et la gestuelle redeviennent. Aujourd'hui, c'est là redeviendrait un joueur indispensable, tu vois. Vincent Clerc, un titulaire à part entière, bien que je dirais, il y a encore quelques temps, on se demandait si avec des physiques comme ça, on pourrait faire au plus haut niveau, quoi. Voilà. Ouais, et effectivement. Mais on va vous remercier, messieurs, parce qu'on a déjà un petit peu explosé notre timing et c'était un plaisir. Mais c'est ça. Mais c'était le début d'année, voilà, et on est très heureux d'avoir lancé un peu cette fenêtre internationale et refermé la phase de poule de Champions Cup avec vous, avec Daniel, avec toi, Vincent. Et on te souhaite un bon tournoi avec les amis de France Télé. Et puis on espère un grand chelem. On en est un pair, c'est toujours assez rare et c'est pour ça aussi qu'on les aime et en tout cas on le souhaite. Tout le potentiel est là. On se retrouve demain 20h au cœur de la mêlée avec Yoann Huget et Philippe Spanghero. Et puis on se dit bonne soirée sur Sud Radio. Salut les amis et à très